Alors aujourd'hui, on se penche sur l'une des rivalités géopolitiques les plus longues et les plus complexes d'Afrique du Nord, celle qui oppose le Maroc et l'Algérie. On a souvent entendu dire que tout tournait autour de la question du Sahara occidental. C'est, disons, le récit dominant. Mais voilà, le document que l'on décrypte ensemble aujourd'hui avance une thèse bien différente. Une cause fondamentale dont l'origine ne serait pas à l'ouest, mais à l'est. Pour bien comprendre cette perspective, on va suivre ensemble, pas à pas, les preuves et la chronologie qu'elle présente. Et tout commence par là. L'argument de départ, c'est de mettre en parallèle le statut historique de ces deux nations à l'époque coloniale. Ce tableau, il est assez parlant. Il met le doigt sur une différence juridique qui est fondamentale bien avant les indépendances. D'un côté, on a le Maroc, présenté comme un empire millénaire, une entité qui a gardé sa personnalité juridique même pendant le protectorat. De l'autre, l'Algérie française, qui est décrite ici comme un territoire colonial, en fait un assemblage de départements français qui s'est agrandi petit à petit en annexant des terres voisines. Alors ce traité, la source que l'on étudie, l'appelle carrément le péché originel du conflit. L'idée avancée, c'est que la France aurait, de manière intentionnelle, laissé cette frontière sud complètement vague. Et ce flou juridique, eh bien, il aurait servi de prétexte parfait pour grignoter progressivement des territoires qui, historiquement, étaient marocains. Donc, avec ce contexte colonial en tête, on comprend mieux, d'après le document, comment les choses ont pu déraper juste après l'indépendance de l'Algérie, pour devenir un vrai conflit diplomatique. Ici, la source insiste vraiment sur cet accord signé. Pour elle, c'est une promesse noir sur blanc du gouvernement provisoire algérien de l'époque. Une promesse de remettre la question des frontières sur la table. Le document, lui, y voit un engagement très clair à ne pas s'en tenir au tracé de l'époque coloniale. Sauf que, voilà ce que dit le document. Une fois au pouvoir, la nouvelle direction algérienne aurait fait un choix radicalement différent, celui de garder les frontières tracées par la France. En gros, de renier l'engagement qui avait été pris à quand même 1 an avant. Et c'est là que ça devient crucial dans l'analyse. La guerre des sables, vue sous cet angle, ce ne serait pas une agression marocaine, non, ce serait la conséquence directe de ce pacte qui n'a pas été respecté. Le document la présente carrément comme la réponse à ce qu'il appelle une trahison. On avance dans le temps maintenant et on arrive à un événement très symbolique, un drame humain même, que la source relie directement à ce qui se passait au même moment dans les provinces du sud du Maroc. D'abord, il y a la Marche verte. Le document nous rappelle ce chiffre, 350 000 volontaires marocains. L'événement est décrit ici comme une démarche de décolonisation pacifique pour récupérer les provinces du sud. Et puis, juste quelques semaines plus tard, il y a cet autre chiffre, le même, précisément, 350 000. C'est le nombre de civils marocains qui ont été expulsés d'Algérie. La source insiste lourdement sur cette symétrie des chiffres. Pour elle, c'est clairement une réponse. Direct et calcul. Ce parallèle est présenté comme un acte de représailles, presque psychologique. Et le timing, selon la source, n'est pas un hasard. Ça s'est passé le jour de la fête religieuse de l'Aïd al-Rada. C'est un événement que le document baptise la Marche Noire. Alors, après les symboles, le récit bascule. On passe à ce que le document présente comme une preuve qu'il qualifie d'irréfutable, d'une confrontation militaire, cette fois bien directe. Cet événement, Amgala, est vraiment présenté comme le moment charnière. Le moment où, pour reprendre l'idée du texte, le masque est tombé. L'argument est simple, ça prouverait que l'Algérie n'était pas juste un soutien lointain à un mouvement séparatiste, mais bien un acteur direct du conflit sur le terrain. Et cette séquence, elle est très intéressante parce qu'elle illustre un vrai basculement stratégique. D'après l'analyse, c'est à ce moment-là que l'Algérie aurait décidé de changer de tactique. Fini l'engagement direct, place à une guerre par procuration. L'objectif, fixer le Maroc sur son front est pour, au final, sécuriser les territoires acquis à l'est. Et on arrive à la dernière partie, qui nous rapproche de notre époque. L'analyse se penche sur des décennies politiques qui sont présentées comme une seule et même stratégie, celle de l'endiguement. Cette chronologie, elle est là pour illustrer une chose, l'idée d'une politique constante sur le très long terme qui visait à isoler le Maroc. Ça commence en 1994, ça se poursuit en 2021, c'est une continuité. Le document termine avec un bilan, et le contraste est saisissant. D'un côté, il décrit un Maroc qui gagne en influence géopolitique, qui devient un carrefour. De l'autre, ce qu'il présente comme un isolement de l'Algérie, un isolement qu'elle se serait elle-même imposé. Le texte dépeint un pays qui serait devenu en quelque sorte prisonnier de sa propre hostilité. Et voilà, on arrive au cœur de l'argument. Tout le raisonnement est résumé dans cette citation. En fait, elle nous dit
il faut tout relire. Le conflit, ce n'est pas une réaction à la question du Sahara occidental, c'est une stratégie liée à une autre question, bien plus ancienne, celle du Sahara oriental. Ce qui nous laisse au final avec une grande question, une question qui regarde vers l'avenir. Quel sera le prochain chapitre pour cette région, qui se trouve clairement à un tournant stratégique ?